Nous vous emmenons au cœur de l'Amérique de tous les dangers, loin de l'image que la première puissance mondiale renvoie à longueur d'année au monde. L'ennemi des Américains n'est pas seulement à l'étranger, il peut frapper à l'intérieur, n'importe où, n'importe quand. Oh my God, we're having an earthquake. Wait a minute, hold on. Cyclones, tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques, la liste est longue et les menaces multiples. Nous allons sillonner ce pays de plus de 320 millions d'habitants, d'ouest en est. Nous allons vous entraîner dans les lieux les plus exceptionnels, mais les plus fragiles également. Ceux qui font de ce pays un colosse aux pieds d'argile. Chaque jour, les États-Unis sont auscultés de toutes parts. Ces experts imaginent et envisagent tous les scénarios possibles. Ils sont volcanologues, sismologues, géologues ou géophysiciens. Leurs pires scénarios font de ce territoire le pays le plus dangereux au monde. Première étape, Los Angeles. C'est l'image du mythe américain. La Californie dans toute sa splendeur avec l'océan Pacifique et ses plages de rêve. Venice Beach, Malibu ou encore Santa Monica et ses 5 km de sable blanc. Los Angeles, c'est aussi Beverly Hills et ses villas de stars à plusieurs dizaines de millions d'euros. Avec près de 4 millions d'habitants, c'est la deuxième ville des États-Unis. Los Angeles, c'est aussi ces quelques lettres qui s'affichent fièrement sur les hauteurs de la ville. Bienvenue à Hollywood! Une industrie à fabriquer du rêve en cinémascope. À Los Angeles, Hollywood multiplie les scénarios entre romances, intrigues policières et films catastrophes. Dans la Cité des Anges, du paradis à l'enfer, il n'y a qu'un pas. La ville est une mine pour les scénaristes américains. Dans les rues d'Hollywood Boulevard ce jour-là, l'affiche du dernier blockbuster, San Andreas. Un nom qui évoque pour les habitants de la Cité des Anges un démon. Une faille sismique qui représente un danger pire qu'une attaque terroriste. Ancien réalisateur de cinéma, Paul Maguire est convaincu qu'ici, la réalité peut dépasser la fiction. On se tient à l'endroit le plus dangereux au monde. Los Angeles est l'endroit le plus risqué de la planète. Les États-Unis, en raison de la densité de population, mes excuses à mes amis américains qui n'en ont pas conscience, mais c'est le pays le plus dangereux au monde. Sa vie bascule au lendemain d'un séisme qui frappe la Californie. C'était le 17 janvier 1994. A rumbling that became a roar, and Los Angeles woke up to a nightmare. The house
La maison a explosé. C'était littéralement comme si un train de marchandises venait se fracasser dans notre salon. La maison a tremblé violemment. Et il y a eu ce grondement caractéristique, le plus puissant grondement que j'ai jamais entendu. Of the century in Southern California, it lasted only 35 seconds. But for many, it felt like it would never stop. J'ai pensé, mon Dieu, il y a eu une attaque nucléaire à Los Angeles. De magnitude 6,7 sur l'échelle de Richter, le tremblement de terre fait 72 victimes et plus de 20 milliards d'euros de dégâts. Gas lines ruptured and fires raced out of control in heavily populated residential communities. 5 homes were consumed instantly when this gas main exploded, sending flames 100 feet into the air. Very slowly, all my neighbors Très lentement, les voisins se sont regroupés dans notre allée. Nous étions dans le noir. Le sol tremblait encore. Ils me regardaient. Ils savaient que j'étais scénariste. Ces gens n'étaient pas des croyants, ils étaient athées ou agnostiques. Il n'y avait pas de chrétiens. Ils ne croyaient pas en Dieu. Mais ils venaient vers moi et me disaient, « Paul, crois-tu que ce soient les signes annonciateurs dont Jésus-Christ parlait? La fin du monde ?» J'étais en état de choc, vraiment. Un voile s'est levé et j'ai réalisé que nous vivions nos derniers jours, car Jésus entrait dans ma vie. Ce jour-là, elle a changé pour toujours. Jesus, we thank you that you are Lord. We thank you, God, that you Paul Maguire est aujourd'hui prédicateur. Expert en prophétie, il prend sa plume pour annoncer la fin du monde. Une dizaine d'ouvrages et des interventions à la télévision américaine. Christ is going to win victory over the devil. I believe that we are living in the last of the last day. And I will add, he's coming much more quickly than any of us think. In the twinkling of an eye. Avec ses discours sur la fin du monde, Paul Maguire séduit des milliers d'Américains. Si de telles prophéties sont si facilement audibles par certains, c'est que Los Angeles craint le Big One, ce séisme de grande ampleur qui pourrait dévaster la ville. Les meilleurs experts du pays savent qu'il va se produire, mais quand? L'épicentre sera-t-il ici à Northbridge, comme en 1994 ou ailleurs? Ce sont des questions qui obsèdent Sue Hoggs. Elle est sismologue. Le scénario du Big One s'écrit sur une carte géologique. La faille de San Andreas commence ici, s'étend le long de cet endroit et continue jusque-là. D'ailleurs, on la voit bien, car elle passe au creux de la vallée. La grande partie en jaune, c'est Los Angeles et sa banlieue. Voici la plaque nord-américaine et voici la plaque pacifique. Les deux plaques glissent lentement l'une contre l'autre. Le long de la faille, les plaques sont collées. Conséquence, la pression s'intensifie et quand elle se relâche, la faille cède brutalement. La faille de San Andreas se cache sous ces collines à l'extérieur de la ville. Elle court sur près de 1300 km dans ce paysage lunaire. En cas de séisme de plus de 8 sur l'échelle de Richter, les ondulations atteindront la ville et ses millions d'habitants en quelques minutes seulement. Je vais vous montrer avec cette simulation. Le séisme pourrait démarrer ici. Ça va venir déchirer la faille de San Andreas à cet endroit.
Ensuite, la couleur indique comment le sol va bouger. Vous voyez les ondes se propager et maintenant vous avez une idée de ce qui va se passer dans le bassin de Los Angeles. Nous allons voir les ondes arriver dans cette zone. Regardez comme ça se propage. Ici, la forte secousse arrive et frappe le centre-ville. Ensuite, le tremblement continue à empirer encore et encore. Los Angeles et l'État de Californie sont-ils prêts à faire face à une telle catastrophe? Un tremblement de terre de magnitude supérieure à 8. Une vague sismique, puis une autre. Les ponts, les réseaux routiers et autoroutiers détruits. Des milliers d'immeubles effondrés. Le bassin de Los Angeles est l'un des rares endroits au monde où les ondulations peuvent durer jusqu'à 4 minutes. Ailleurs, la terre tremble quelques secondes seulement. Certains experts évoquent déjà la mort de dizaines de milliers de personnes et des dizaines de milliards d'euros de dégâts. Dans le scénario le plus crédible, Broadway, le vieux quartier de Los Angeles, serait entièrement dévasté. Il a été construit dans les années 20, juste après le terrible séisme qui, en 1906, avait détruit en partie sa voisine, San Francisco. Des milliers de survivants reconstruisent leur vie ici. Los Angeles prend son essor. Tous ceux qui fuient San Francisco pensent être à l'abri du démon de cette faille de San Andreas. Mais la ville est également menacée. Quand il vient dans ce quartier, Chris Poland regarde toujours vers le haut. Pour cet ingénieur en structure parasismique, le danger se cache sous ses pieds, mais pas seulement. Quand vous regardez là-haut, vous voyez qu'il y a un joli fronton. Mais il est très vulnérable. Si le bâtiment tremble, il se casserait et tomberait sur le trottoir. Tous les bâtiments ici sont très anciens. C'est la première raison qui les rend dangereux. L'autre, c'est la manière dont ils sont construits, en béton, en acier et en briques.
Il faut savoir qu'aux États-Unis, on ne doit rénover un immeuble que lorsque l'on change son affectation. Ceux qui ont été construits dans les années 20 et 30 ne sont donc pas obligés de se mettre aux normes parasismiques. Pour cet expert, aujourd'hui à la retraite, il faudrait revoir la législation. Regardons ces deux bâtiments modernes. Ils ont été conçus en utilisant les dernières technologies parasismiques. Les experts les ont observés pendant différents types de séismes. Ils doivent désormais être conçus pour qu'après le séisme, les gens puissent retourner à leur bureau. C'est ça qui rend la ville plus résiliente. Nous quittons Los Angeles en suivant la faille de San Andreas. Elle court du nord au sud sur près de 1300 km. Elle longe l'océan Atlantique et passe par le Golden Gate, le pont symbole de San Francisco. Aujourd'hui, la baie de San Francisco compte près de 7 millions d'habitants. Une population qui doit vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ou plutôt sous les pieds. À tout moment, la terre peut trembler. Come this way. Where's my other teams? The teams here. I don't feel my arm hurts so much. I can't even get up and walk. We'll be right there, man. Nobody's helping me. Is it bleeding? How you doing? You can't feel your legs? C'est un officier des pompiers de San Francisco qui se charge de la formation de ses citoyens, tous bénévoles. Il s'agit là d'un exercice de triage, ou comment diriger les blessés en fonction des blessures et de leur gravité. Parmi les stagiaires, Gail Goldine. Les gens qui vivent depuis longtemps à San Francisco sont conscients des dangers. Mais moi, je m'inquiète pour les jeunes qui se croient invincibles et qui n'ont aucun souvenir du séisme de 1989. Les statistiques annoncent un autre séisme dans les 30 prochaines années. Ils ont dit ça il y a 10 ans. Ça veut dire qu'il ne reste plus qu'une vingtaine d'années. Peut-être moins. Oui, peut-être moins. Comment faire face aux situations les plus urgentes quand policiers, pompiers et médecins seront débordés? Pour Gail Goldine, quand on vit dans un petit paradis qui peut basculer dans l'enfer, il faut être prêt à toute éventualité. Pour elle, tous les Californiens devraient participer à ce type de stage, car sur la côte ouest, personne n'est à l'abri. La région peut s'effondrer à tout moment. Comme ce 17 octobre 1989, elle a tout consigné dans cet album. Je me rappelle la peur, la tension et tout ce que nous avons enduré pour survivre après ça. C'était comme vivre en zone de guerre, sauf qu'il n'y avait pas d'autre ennemi que la nature. Downtown San Francisco in the background, and we zoom into Candlestick Park. Candy Maldonado with the hesitation, allowing Jose Canseco to score, and he fails to get. Il est 17h quand tout bascule. Second base, so the Oakland A's take. I'll tell you what, we're having an
Ça a été un traumatisme. J'ai vécu de nombreux séismes, mais celui-là était vraiment différent. Il était du genre qui vous fait courir pour vous mettre à l'abri. Quand vous êtes au cœur d'un cataclysme, vous ne réalisez pas ce qui vous arrive. Mon Dieu, être sur l'autoroute lors d'un séisme, ça doit être beaucoup plus effrayant que d'être à la maison. Dans la baie de San Francisco, l'ancien pont Bay Bridge est désormais abandonné. Un stigmate qui rappelle le drame de 1989. Depuis, les autorités ont construit un nouveau pont avec des structures plus résistantes, a priori. Mais ici, comme à Los Angeles, les experts savent que le pire est encore à venir. Nous sommes à moins d'1 kilomètre du centre-ville, à proximité du Golden Gate. Voilà, nous marchons sur la faille de San Andreas. Toute cette vallée, c'est la faille. Peggy Elweg est sismologue à la prestigieuse université de Berkeley. En 1906, le séisme a déchiré la vallée. La colline en face, elle a glissé de 6 mètres. Un événement qui a marqué à jamais l'histoire de cette ville. Début avril 1906, dans les rues de Market Street, l'activité économique bat son plein. Un caméraman filme ces scènes de la vie quotidienne. San Francisco est une ville qui attire les migrants du monde entier. Mais le 18 avril, la terre tremble. Quelques jours après, nouveau travelling dans la rue principale. Ce sont les images tournées juste après le tremblement de terre. Une première dans l'histoire. Le séisme et les incendies qui suivent détruisent 80% de San Francisco. Les bâtiments en briques ne résistent pas. Bilan, plus de 3000 morts. Le Big One va se produire, c'est sûr. Je ne sais pas quand, personne ne le sait. Nous ne pouvons pas prédire les séismes. Si ça se passe comme en 1906, il y a 2 possibilités. Ce sera très mauvais ou ce sera carrément terrible, car il y aura des dégâts, toutes les infrastructures seront détruites. Et bien sûr, il y aura des victimes. Si le prochain séisme atteint 8 ou 9 sur l'échelle de Richter, des spécialistes annoncent plus de 20 000 morts et plus de 250 milliards d'euros de dégâts. En 1906, nous n'avions pas d'instruments pour mesurer ce qu'il se passait. Aujourd'hui, nous pouvons faire des simulations qui montrent comment ça fonctionne. Et si nous zoomons, nous pouvons en apprendre plus encore. On voit que la faille pourrait se déchirer sur une profondeur de plus de 12 km. Et là, nous voyons le séisme s'amorcer. Vous voyez que ce n'est pas juste un bang, mais une secousse qui s'étend au fur et à mesure que le séisme se propage. 500 km, c'est un énorme séisme.
Comment échapper à un tel cataclysme? Pour la scientifique américaine, le problème, c'est que l'Amérique est menacée de toutes parts. Le professeur de ma fille m'a appelé et m'a dit « Les séismes sont terribles, je vais partir en Floride ». Je lui ai dit qu'en Floride, il y avait des ouragans. Alors elle a dit « J'irai à New York ». Bien, à New York, ils ont aussi des cyclones. Eh bien, j'irai en Oklahoma. Et j'ai répondu, en Oklahoma, ils ont des tornades. Ici, il y a des séismes. C'est un paradis. Il faut juste en accepter les risques. La troisième étape de notre voyage, au cœur de cette Amérique de tous les dangers, nous emmène dans le Wyoming. C'est à plus de 1500 km au nord-est de San Francisco. Nous sommes au Yellowstone, le plus ancien parc national au monde. « 9000 km² avec des paysages à couper le souffle et une vie sauvage, riche et variée. Sur ces hauts plateaux, une soixantaine de grands mammifères cohabitent. Il y aurait aujourd'hui près de 4000 bisons. Dans ces vastes prairies, il n'est pas rare de rencontrer des cerfs, des élans ou des ours noirs. Le parc du Yellowstone abrite une autre activité. Des milliers de sources chaudes, des centaines de geysers qui offrent un spectacle lunaire et qui témoignent de l'activité souterraine d'un monstre qui attend son heure. Le Yellowstone est un volcan. Un supervolcan avec une caldeira de 70 km de diamètre. Chaque jour, les scientifiques sont à son chevet. Cet outil permet de mesurer la température du sol. Ici, il est à environ 50 degrés Celsius. Si nous allons par ici, ça va se refroidir considérablement. Maintenant, nous avons 20 degrés, 19. Si je reviens au-dessus de cet écoulement, l'eau est à environ 50 degrés. Tous les indices recueillis ces 20 dernières années montrent que ce supervolcan n'est ni éteint, ni endormi. Yellowstone est ce que nous appelons une caldeira agitée. Yellowstone monte, puis il descend. Par exemple, entre 2005 et 2010, il est monté de 20, presque 30 cm. La caldeira respire. Les dimensions de ce supervolcan donnent le frisson. La chambre magmatique est plus grande que la ville de Los Angeles. C'est une partie du monde qui est très active. On ne sait pas ce qu'il va se passer ensuite. Voici ce qui pourrait arriver, d'après Peter Cervelli et d'autres experts. Les animaux sentent le danger. Les premiers tremblements.
La terre bouge, signe que le volcan entre en éruption. Une super éruption de Yellowstone ne ressemblera à rien de ce que nous avons pu voir auparavant. L'explosion serait 1 million de fois plus puissante que la bombe nucléaire que les Américains ont lâchée sur Hiroshima le 6 août 1945. L'information vient juste de nous parvenir. Un volcan est entré en éruption à 9h32 ce lundi. Une caméra près du Yellowstone a filmé cette fumée noire et épaisse qui sort du cratère. L'explosion devrait s'étaler sur 2 jours. Ce n'est pas juste une énorme explosion où tout serait fini très vite. Il y aura des éruptions en continu, avec des cendres qui seront projetées jusque dans la stratosphère. Les cendres retomberont ensuite sur plus de la moitié du continent. Près des 2/3 des États-Unis seraient affectés par les retombées de cendres. Plus vous êtes loin, moins il y aura de cendres. Ça ne va pas recouvrir entièrement New York City. Les conséquences seraient terribles. Le trafic aérien serait interrompu pendant de longues semaines, des mois peut-être. Les terres agricoles deviendraient stériles pendant au moins 5 ans. L'éruption aura de profondes conséquences sur la capacité du pays à nourrir la population. Une super éruption est une éruption volcanique qui projette plus de 1000 km3 de matériaux. Les supervolcans ne sont pas nombreux, mais Yellowstone est l'un d'entre eux. Aux États-Unis, d'autres volcans restent actifs et menaçants. Retour à l'ouest, à plus de 1000 km du parc national du Yellowstone. Le mont Sainte-Hélène est situé à proximité de Portland et de Seattle. Mount St. Helens volcano devastating a corner of southwest Washington state. Mount St. Helens now stands at 5. That volcano exploded in its most violent blast to date this morning. Le nuage de cendres et de roches se répand à plus de 800 km/h. The eruption of Mount St. Helens on May 18, 1980, was one of the most dramatic geologic moments in American history. Voici l'histoire du mont Sainte-Hélène. Le 17 mai 1980, c'était un beau volcan. On l'appelait le Fujiyama américain. Tout a changé le 18 mai. The Sunday morning in 1980, the north flank of Mount St. Helens collapses and the volcano explodes. The eruption spews ash a dozen miles into the sky. Il a accumulé la pression durant une centaine d'années et la déflagration a tué presque 60 personnes. Le panache est monté à 24 km dans la stratosphère. Michael Yeno est un miraculé. Caméraman pour une chaîne de télévision, il se rend sur place. Jamais il n'aurait imaginé vivre un tel cauchemar.
Nous étions les premiers journalistes à nous rendre là-bas et à prendre des images. Une fois sur place, nous avons vu que tout était dévasté. Mont-Sainte-Hélène avait explosé avec autant de puissance que 27 000 bombes atomiques, chacune de la taille de celle d'Hiroshima. In a matter of somewhere between 5 and 9 minutes, it essentially killed every living thing within an area of 230 square miles. Nous nous sommes perdus. Et comme quelqu'un avait laissé les talkie-walkies allumés, les batteries étaient mortes. Nous ne pouvions plus communiquer avec l'hélicoptère. Nous avons dû nous abriter pour la nuit. Cette nuit-là, le mont Sainte-Hélène est entré dans une deuxième éruption, encore plus importante. Nous avons dû apprendre à survivre. C'est une sacrée expérience. Ça a bouleversé ma vie. Les volcans sont comme des bombes à retardement. Ils sont prêts à exploser. Le mont Rainier, près de Seattle, est l'un des 10 volcans les plus meurtriers sur Terre. Le mont Rainier est situé à une centaine de kilomètres du mont Sainte-Hélène. Tous les deux appartiennent à la chaîne de montagnes des Cascades qui s'étire du Canada jusqu'au nord de la Californie. Michael Klein est volcanologue. C'est le mont Sainte-Hélène. C'est le dernier volcan des Cascades à entrer en éruption. Depuis plus de 40 ans, il se concentre sur les volcans situés le long de cette chaîne montagneuse qui s'étend sur plus de 1000 kilomètres. Cette carte montre les volcans de la chaîne des Cascades qui ont explosé à notre époque. À partir de ceux du Canada jusqu'à la Californie du Nord. Dans l'État de Washington, le mont Rainier est aujourd'hui le plus actif et le plus menaçant. C'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête des 2,5 millions d'habitants de Seattle. Michael Klein a imaginé les scénarios les plus crédibles. Ils font froid dans le dos. Le volcan le plus dangereux des Cascades est probablement le mont Rainier, car c'est un vieux volcan qui a connu une altération des coulées de lave à son sommet. Un sommet qui a d'ailleurs été modifié au cours des derniers millénaires. Cette roche contient beaucoup d'eau et d'argile. En descendant, elle se transforme en coulées de boue. Ces coulées de boue sont très mobiles. Elles peuvent parcourir 50 à 100 km. Si une éruption se produit, la population aura 30 à 45 minutes, voire 1 heure maximum, avant que le glissement de terrain ne l'atteigne. À Seattle, les gens disposent d'un peu plus de temps, mais il n'y a pas d'échappatoire. Certains pourront quitter la ville, mais des embouteillages vont causer de gros problèmes. S'il y a une alerte, vous pouvez essayer d'évacuer. Mais en une demi-heure, c'est impossible. Il faut des jours. Pour éviter le chaos et de se retrouver piégés dans les embouteillages, des centaines de milliers d'Américains se préparent à toute éventualité. Paul Seyfried vit à Salt Lake City. C'est l'une des villes les plus proches du supervolcan Yellowstone. Depuis près de 20 ans, il se prépare au pire. Et il n'est pas le seul dans son quartier. Dans le cas d'une guerre ou d'une catastrophe majeure, nous irons nous réfugier dans le bunker. Les gens qui seront avec nous ont des compétences différentes. Nous avons 4 infirmières, un dentiste, un chirurgien traumatologue qui va probablement nous rejoindre cette année. Nous avons un médecin de l'armée
et un ingénieur. We have a trauma surgeon, we have an army medic, engineer. L'équipe est rodée. En attendant la prochaine catastrophe, Paul Seyfried emmène régulièrement sa famille vivre quelques jours dans le bunker, histoire de s'habituer à la vie sous terre. Il nous est interdit de situer les lieux où nous nous rendons. Question de sécurité. Il prendra l'autoroute puis des routes secondaires avant d'arriver ici, au beau milieu de nulle part. Sa femme et sa fille sont déjà là. Le champ semble abandonné. Encore une bonne dizaine de minutes de marche et nous arrivons à l'abri souterrain. Paul est le seul à posséder la clé. Nous sommes 6 mètres sous terre. C'est un endroit où les gens vont dormir ou faire la sieste. À l'intérieur, de quoi tenir un bon moment. Voici ma couchette personnelle. J'ai des brosses à dents, des antibiotiques, des vêtements, des piles, le genre de choses que je trouve important. Un peu plus loin, nous disposons de couchages supplémentaires pour les retardataires. Ce sont des hamacs. Donc en plus des 14 couchettes, nous avons 14 hamacs supplémentaires. Ça fait pas mal de gens. On a des provisions pour tenir 4 ans avec la famille. Tout est prévu. Il a même pensé aux émanations toxiques qui seraient dégagées par l'explosion du Yellowstone. Voici le système de traitement de l'air qui fonctionne avec un moteur électrique. L'air extérieur est acheminé par ici, puis passe dans le filtre qui extrait les gaz et les émanations. Ça fournirait assez d'air pour accueillir environ 50 personnes en cas d'urgence. Jeux de société, livres, films, Paul apprend à sa famille à tuer le temps et à accepter de vivre dans un bunker de moins de 50 mètres carrés. Mais question sécurité, ce n'est jamais assez. Je suis toujours bien armé. Je porte au moins une arme à feu et un couteau. Je suis toujours armé parce que je n'ai pas de boule de cristal pour savoir quand je serai en danger. En plus de mon arme, je porte également une trousse de premier secours ici. Des compresses pour contrôler les hémorragies ou les grosses blessures, des bandages et un kit pour faire un garrot. Catastrophe naturelle ou terrorisme, Paul Seyfried est sur ses gardes, 24 heures sur 24, car à ses yeux, l'Amérique est en danger. J'aime l'idée de pouvoir fabriquer moi-même mes munitions et de ne pas être pris en otage par ceux qui les fabriquent. Pourquoi avez-vous besoin de vous protéger? Généralement, la police arrive une fois que le crime a été commis.
J'apprécie le fait de pouvoir me protéger. Depuis une quinzaine d'années, Paul Seyfried a fait de ses peurs et de ses fantasmes un business. Aujourd'hui, il vend des abris souterrains comme du matériel de self-défense. Nous avons un client en Pennsylvanie qui a déjà une maison avec un sous-sol de peut-être 2,40 m de hauteur et qui veut un bunker. Pourquoi les gens font-ils appel à vous? Ils craignent une attaque terroriste ou une catastrophe naturelle. Ils cherchent des gens qui savent ce qu'ils font avec une longue expérience. Nous avons une équipe d'ingénieurs en sciences nucléaires, d'experts en génie civil, des architectes et une bonne connaissance des menaces. Je te laisse retourner à l'atelier. L'entreprise a déjà plus d'une centaine de clients. Son chiffre d'affaires se développe à mesure que l'inquiétude grandit. Vous avez vraiment peur qu'une catastrophe naturelle se produise en Amérique? Je sais que ça peut arriver, mais je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que j'y suis préparé. Préparé au pire. Il est vrai que la première puissance mondiale est sur tous les fronts. La guerre en dehors de ses frontières, le terrorisme à l'intérieur. Paul pense que ses ennemis sont multiples. Mais elle oublie parfois les menaces qui viennent de ses entrailles ou du ciel. Basé en Floride, Jeff Gammon traque partout dans le pays les éclairs, les orages en tout genre, les tornades et les cyclones qui font régulièrement la une de l'actualité américaine. Ce matin-là, la météo annonce une journée infernale pour le commun des mortels, mais une journée de rêve pour lui. Je vois un orage vraiment intéressant qui est en train de naître sur le front là-bas. L'herbe est haute. Nous devons être très prudents. Jeff peut attendre des heures avant de sortir son appareil photo ou sa caméra. Il doit toujours être prêt à réagir. Ça pourrait être le prochain orage que nous allons suivre. Jeff peut parcourir des centaines de kilomètres dans la journée avant d'approcher un orage au plus près. Nous allons vers le sud pour attraper l'orage. L'orage commence à se renforcer. Nous avons 3, 4, 5 éclairs, juste ici. L'orage est en train de se former. C'est bon signe. Il est temps de sortir et de faire quelques photos. Nous devons être prudents parce que la foudre est à proximité. Il y a de bons orages là. Nous aurons plus d'éclairs par ici. C'est là que ça va frapper. L'humidité, le front. On va avoir beaucoup d'éclairs. Juste là, devant. Génial. Ok, c'est dangereux ici. Nous devrions retourner à la voiture. Mon but est de photographier l'orage quand il est le plus intense. On a entre 30 et 40 minutes pour rejoindre la tempête. Il faut être là quand elle démarre, car c'est là que tout se joue pour obtenir la meilleure photo.
Toujours à l'affût et sur la route, Jeff Gammon vend ses images aux journaux ou aux télévisions du monde entier. Là, on est au cœur de l'orage. J'ai été au centre de quelques cyclones qui semblaient si catastrophiques qu'à chaque fois, tu te demandes comment la région peut s'en remettre. Comme pour Katrina. Katrina, 29 août 2005. Jeff prend tous les risques pour filmer au cœur du cyclone qui s'abat sur la Nouvelle-Orléans. À ce moment-là, il ne sait pas encore que c'est l'un des cyclones les plus violents et meurtriers de l'histoire des États-Unis. C'est incroyable. Ça arrive tellement vite. Regardez devant moi. Bilan, 1836 morts et plus de 100 milliards d'euros de dégâts. Je pourrais mourir à tout moment. À chaque fois que je cours après une tempête, je prends ce risque. On ne peut jamais savoir, ça pourrait être celui-là, ce gros orage qui va m'achever, moi ou d'autres personnes. À plusieurs reprises, Jeff Gammon frôle la mort. Le 20 mai 2013, il est à Moore dans l'Oklahoma. Avec d'autres chasseurs de tornades, il filme. Images impressionnantes prises à quelques mètres seulement du cœur de la tornade qui est de force 5. Ce jour-là, 24 personnes perdent la vie. Parmi elles, 3 de ses collègues. C'est génial. Ce rideau de pluie, c'est incroyable. Je respecte Mère Nature. On ne plaisante pas avec Mère Nature ou avec le climat. Nous sommes de passage ici, c'est tout. Une majeure partie des États-Unis est dans l'œil du cyclone. De grandes villes situées sur la façade atlantique sont directement menacées. La prochaine étape nous entraîne dans la plus grande ville du pays, New York, sur la côte est. Big Apple se développe à vitesse grand V. 150 000 personnes s'y installent chaque année en moyenne. Mais d'après une dernière étude scientifique, New York, dans le pire des scénarios, ne serait plus habitable dès 2085. Montée des eaux et cyclones, un cocktail explosif. Mais les New-Yorkais semblent rester sourds aux travaux et aux prévisions des chercheurs. C'est l'avis de Klaus Jacob. Il est géophysicien et chercheur à l'Université de Columbia.
C'est le mémorial du Titanic, le paquebot qui a sombré en 1912. Le capitaine savait qu'il y avait des icebergs, mais il les a ignorés. Il s'empressait d'atteindre New York. Et nous savons ce qui est arrivé. Ça me fait un peu penser à New York. Nous connaissions les risques d'inondation, mais nous n'avons rien fait. Puis Sandy est arrivé, et nous savons quelle catastrophe cela a été. News this hour, Hurricane Sandy closing in on southern New Jersey will make landfall very, very soon. This was going to be a very storm, and the storm has met our expectations. New York City is under siege right now. 29 octobre 2012, l'ouragan Sandy frappe la ville. Plus de 8 millions d'habitants se réveillent dans un décor de fin du monde. Une partie de New York est plongée dans le noir. C'est le blackout. Coast is waking up to see the full devastation of Superstorm Sandy. Million Americans are bracing for impact. Hurricane Sandy lumbering up the East Coast. At least 30 people in its march across the Caribbean. 210 morts aux États-Unis et près de 50 milliards d'euros de dégâts ou de pertes. Some still burning even after the worst winds had passed. Un tel événement peut-il se reproduire? Oui, sans aucun doute. Mais ce qui effraie le plus Klaus Jacob, c'est la montée des eaux. Nous voyons ici le sud de Manhattan, l'East River, l'Hudson River, Brooklyn et Queens. Maintenant, nous indiquons en rouge les zones inondables. Si le niveau de la mer monte de 60 cm, ce qui sera le cas vers 2050, voici à quoi ressemblerait la zone. Mais si vous pensez que c'est terrible, non, il y a pire. Ici, vous avez en rouge les ouragans de catégorie 1. En marron, les catégories 2, en jaune, les 3, et en vert, ce sont les ouragans de catégorie 4, avec des vents à plus de 200-250 km/h. Manhattan sera divisé en deux îles. À New York ou dans le New Jersey, certains savent déjà ce que représente cette menace. C'est Belmar, ce qui veut dire belle mer. C'est là où je vis. Une jolie ville, un bel endroit, avec l'école juste à côté. C'est le paradis, mais ça peut devenir l'enfer. Et nous l'avons vécu avec l'ouragan Sandy. En bord de mer, tout a été ravagé. Un traumatisme pour Kirsta et des milliers de familles qui ne s'attendaient pas à vivre un tel cauchemar. Cette petite section ici, à South Belmar, est un bon exemple de ce que nous avons perdu. Il y a 4 propriétés vacantes. Les 4 familles ont dû partir. Cette maison est abandonnée. Vous pouvez voir les dégâts. Rien n'a été réparé et personne ne peut vivre ici. Je suis triste. Aussi triste que le jour qui a suivi la tempête. À chaque fois que je passe devant ces maisons, ça remue des souvenirs. C'est comme se faire un hématome qui ne part pas. C'est dur d'avancer. 3 ans après, Kirsta vit toujours dans une situation précaire, ballottée avec sa famille
d'un hébergement à l'autre. Face à l'immobilisme des autorités, le maire de Belmar a lancé une souscription pour restaurer sa maison qu'elle avait dû abandonner, faute d'argent pour la réparer. Lors de la première vague, l'eau est montée jusqu'à la porte d'entrée. Elle a envahi le sous-sol pendant 7 jours, ce qui a tout détruit. L'eau s'est infiltrée dans le plancher et a détruit les fondations de la maison. Grâce aux 200 000 € de dons, elle va pouvoir réintégrer sa maison. Son mari installe l'électricité. Un entrepreneur local a surélevé la maison. Les derniers travaux lui permettent de voir enfin le bout du tunnel. Aujourd'hui, la plupart des experts sont convaincus qu'un nouveau cyclone plus violent encore que Sandy va s'abattre sur la côte atlantique. Dans la région, seule la mairie de New York a débloqué 20 milliards d'euros pour mieux se protéger. Tout au long des côtes les plus menacées, une série de murs anti-crues, de dunes et de digues sont construites. Mais cela suffira-t-il? Les gens pensent que derrière ces digues, ils sont hors de danger. Mais quand le niveau de la mer montera, ce système de digues sera dépassé. Il se passera la même chose qu'à la Nouvelle-Orléans quand l'ouragan Katrina est arrivé. Ils avaient un système de digues et pourtant, ils n'étaient pas en sécurité. Pour les experts les plus radicaux, la meilleure solution, c'est d'abandonner les quartiers les plus vulnérables. Mais aujourd'hui, aucun responsable politique ne veut prendre le risque d'une telle mesure. Il faut baser nos décisions sur des données précises et sur ce qui va protéger au mieux les gens, mais aussi sur ce qui va faire de New York une ville où l'on peut vivre en sécurité. La côte est un aspect clé de New York. On ne peut pas se permettre d'abandonner la côte. On a besoin aujourd'hui de construire plus intelligemment et de façon plus sûre. Mais c'est risqué pour la population. Ça dépend de votre définition du risque. Si vous surélevez votre maison et que vous vous tenez informé de la météo, si quand une tempête approche, vous prenez des mesures et vous envisagez d'évacuer, oui, c'est sûr d'habiter au bord de l'eau. Après la tempête, vous rouvrez votre maison et vous vous réinstallez. Nous avons la même situation en France. C'est pour ça que j'insiste. Les gens qui vivent au bord du littoral savent que c'est dangereux, mais ils restent. C'est de la responsabilité des politiques de leur dire de déménager, parce que c'est dangereux. Écoutez, on a fait le tour de la question. L'embarras est visible. À New York, comme ailleurs dans le pays, la question du déplacement des populations reste taboue. Face aux multiples fléaux qui menacent Big Apple, certains New-Yorkais prennent les devants. Jason Charles appartient au corps des pompiers de New York. Père de famille, il prépare les siens, sa femme, ses 4 enfants, mais pas seulement. Qu'avez-vous ici? Ça, c'est le sac de transport pour le chien. C'est un sac à dos. Quoi d'autre? Ça, c'est ma hache. Je l'utilise pour couper les arbres morts. Ensuite, une casserole et une poêle pour cuisiner sur un feu et une assiette. Nous allons allumer un feu. On va utiliser ce morceau de charbon. Oh my God, Dad. Savoir faire un feu, construire un abri, purifier l'eau sont les 3 choses les plus importantes. Quand vous êtes perdu, que vous avez froid, le feu vous réchauffera. Cela vous redonnera le moral et vous irez mieux. Si tu t'approches du feu et que ton pantalon s'enflamme, tu roules et le feu s'éteindra.
Dès qu'il le peut, Jason apprend à son fils les gestes qui sauvent. Leur appartement, situé à côté de Central Park, est encombré de sacs à dos. À l'intérieur, du matériel de survie. Le pompier collectionne tous les magazines qui expliquent comment survivre dans les pires situations. En tant que pompier, j'aide tout le monde. Il n'y a aucune discrimination. J'aiderai autant de gens que je le pourrai. Je leur donnerai tous les équipements de survie que j'ai mis de côté. J'ai quelques sacs en plus que je pourrais donner. Si j'ai un peu de nourriture en plus, je peux en donner aussi. Mais une fois que ces surplus ont été distribués, le principal reste pour ma famille. C'est comme ça. Sa motivation est simple, pouvoir protéger sa famille en cas de catastrophe et lui permettre de survivre sans aucune aide extérieure. C'est du basilic ici. C'est la première fois que vous faites pousser les tomates? Oui, c'est la première fois que j'essaie. J'ai des haricots ici. Les concombres n'ont pas l'air si bien. Enfin bon, j'espère qu'à la fin de l'été, j'aurai des tomates. Je pense que c'est malin d'avoir la nourriture de côté, en cas d'urgence, même si ce n'est pas la fin du monde, si c'est juste un cyclone. Parfois, nous avons des tornades ici, des inondations aussi. Alors, on doit avoir quelque chose de prêt pour éviter de courir au supermarché quand c'est la cohue. Quand on voit votre préparation et celle de votre famille, on se dit que quelque chose va arriver. Vous savez, c'est comme avoir une assurance. Nous avons tous des assurances santé, pour la maison, contre le feu, l'eau. Notre assurance, c'est cette préparation. Jason Charles sait de quoi il parle. Jeune pompier le 11 septembre 2001, il fait ses premiers pas de jeune recrue dans les décombres du World Trade Center. Depuis, il sait que sa ville n'est plus un sanctuaire, qu'elle peut être de nouveau attaquée par des groupes terroristes. Mais sa plus grande crainte aujourd'hui, c'est le climat qui devient fou et qui pourrait provoquer de nouvelles victimes. Des centaines, des milliers, peut-être plus. Ici à New York ou ailleurs sur la côte Est. Nous partons 1000 km plus au sud. Nous sommes en Caroline du Nord. Les Outer Banks, c'est une presqu'île aux allures de paradis sur Terre. Un chapelet d'îles qui s'étire sur 320 km le long de la côte atlantique. Une mince bande de sable qui ne fait dans sa plus grande largeur qu'1 kilomètre tout au plus. Un endroit aussi magnifique qu'isolé. Les pionniers qui s'installent ici au début du XXe siècle osent l'impossible. Ils créent un lieu magique, les pieds dans l'eau. Le cinéma s'en empare et fait des Outer Banks un décor de rêve pour de nombreuses comédies romantiques. Tout au long de la côte ou sur la baie, des maisons sur pilotis. Elles sont l'image glamour de la Caroline du Nord. Mais par leur position géographique, les Outer Banks sont en première ligne. À chaque cyclone qui se forme au large, ils sont les premiers touchés.
Carol Dawson est née sur la presqu'île. Elle gère un hôtel de 50 chambres construit par son grand-père. Nous sommes à Avon, à l'extrême sud de l'île. La vie de Carol et de ses habitants est rythmée par les tempêtes. Je venais d'avoir mes jumelles et j'ai fait une hémorragie. J'ai failli mourir. Les gardes-côtes sont venus me chercher en hélicoptère pour m'amener à l'hôpital et me sauver la vie. Nous avons des victimes car nous n'avons aucune route sécurisée. Il faut dire qu'il n'y en a qu'une. Elle traverse de bout en bout la presqu'île. Une route qui ne résiste pas aux multiples fléaux qui frappent cette terre du bout du monde. Les Outer Banks, c'est une longue litanie de coups de vent, de tempêtes et d'ouragans, un inventaire de drames humains et matériels. La famille de Carol vit au bord de cette route. Dans les années 60, le motel était situé à près de 600 mètres de l'océan Atlantique. Aujourd'hui, il a les pieds dans l'eau. Avant de réserver, les clients posent toujours les mêmes questions, invariablement. Oui, allô madame? Nous n'annulons sans frais qu'à partir du moment où les autorités annoncent une catastrophe naturelle. C'est une vieille photo. Elle date des années 60. Où est votre motel? Juste ici. Et la plage juste en face de vous? Elle est juste à 200 mètres. C'est un désastre. L'eau qui se fracasse sur ces bâtiments, c'était des maisons. Elles ont toutes disparu dans l'océan. Là, c'est un magnifique coucher de soleil. Ça peut passer de l'enfer au paradis. If you're familiar with Nag's Head, we've seen a couple of people made landfall late last night near the southern tip of the Outer Banks. D'un monde à l'autre en quelques minutes parfois. Année après année, la plage se réduit comme peau de chagrin. Au cours des 40 dernières années, l'océan a grignoté presque de 100 mètres. Ces bâtiments le long de la côte de la Caroline du Nord subissent les effets de l'érosion et des dégâts constamment. Toute ma vie, je dois me battre contre l'océan. Le combat de Carol semble vain. Comme sa mère, elle sait qu'un jour ou l'autre, elle devra mettre la clé sous la porte. Ma mère, que je respecte énormément, croyait que c'est ça qu'allait protéger sa propriété et que sans ça, elle aurait perdu toute une vie de travail. Je pense différemment, car je crois que c'est ça qui accentue l'érosion. Mais je ne peux pas m'opposer à ma mère. Mais vous vous battez contre le gouvernement? Oui, je peux, mais pas contre ma mère. Érosion, montée des eaux, cyclones à répétition. Derrière les images cartes postales, les Outer Banks souffrent. Stanley Riggs sillonne depuis près d'un demi-siècle cette bande littorale. Le géologue n'en peut plus de voir les plages souillées par des propriétaires qui veulent à tout prix sauver leurs biens. Regardez. Regardez, des déchets, d'autres encore. Des clous partout. C'est une partie du cimetière de sacs de sable. Voici ce qu'il reste une fois que les maisons sont parties. Ce mur de sacs de sable faisait environ 6 à 7 mètres de haut.
Vous voyez toutes ces couleurs? Vous voyez le blanc, le crème, le noir? Chacune d'elles est un mur de sacs de sable différents qui a été construit ici. Une tentative désespérée de tenir l'océan à distance, de protéger les maisons qui ont disparu maintenant. Stanley Riggs est en colère et cela ne date pas d'hier. Depuis 30 ans, il dit à qui veut l'entendre qu'il est irresponsable de construire des maisons sur la plage. Ici, il y a encore quelques mois, il y avait plusieurs villas. Si nous regardons par là, il y en a une. Une survivante qui ne sera plus là encore très longtemps. Elle partira comme les autres. Ici, il y avait 6 maisons détruites il y a quelques mois. Elles s'effondraient. Elles étaient dans l'océan depuis des années et elles ont finalement été condamnées et enlevées. Le géologue tire la sonnette d'alarme. Toutes les maisons en première ligne doivent être déplacées et protégées des assauts de la mer. L'océan gagne toujours. Les maisons, les routes, les digues de sable n'arrêteront pas l'océan. Le niveau de la mer monte, les tempêtes sont réelles. C'est la vie dans les Outer Banks. 33 000 personnes vivent à l'année dans les Outer Banks. Commerçants, retraités, rares sont ceux qui veulent quitter cet archipel. À l'image de Terry Plumby. À 52 ans, il a restauré cette jetée qui, depuis plus de 60 ans, est fréquentée par tous les pêcheurs locaux. Une jetée malmenée ces 20 dernières années et qui a fini par céder. Il disait qu'à un moment, elle faisait 365 mètres de long. En fait, elle fait près de la moitié. Elle a traversé beaucoup de tempêtes. Elle a été fermée à de nombreuses reprises. Ça ressemble à la fin de la jetée. Vous savez, c'est terrible, mais d'une certaine façon, nous savions ce qui allait arriver. Nous y étions préparés. Fataliste, Terry Plumby ne croit pourtant pas aux prévisions des scientifiques. J'entends les experts parler de l'érosion des plages, du niveau de la mer qui monte. C'est peut-être vrai. Mais la plage a toujours été ici, quelque part. Pour le moment, les plages existent. Mais à quel prix pour les contribuables américains? Ici, 4 millions d'euros ont été investis pour réensabler. Et tous les 5 ans, il faudra recommencer, jusqu'au jour où plus rien ne sera possible. Nous quittons les Outer Banks pour la Floride. Un peu plus de 1500 km plus au sud. Miami, avec ses plages de sable blanc et ses 300 jours de soleil par an.
Près de 14 millions de touristes, américains et étrangers, viennent se détendre chaque année. Vu du ciel, Miami est un paradis bétonné. Jamais l'immobilier ne s'est aussi bien porté, avec 3 ou 4 gratte-ciel sortant de terre chaque mois. Sans compter ces chapelets d'îles artificielles, bordées de villas de luxe, dont chacune s'arrache à prix d'or. Et tout autour, les villes profitent de ce boom économique. Mais l'océan Atlantique, qui fait la richesse de la Floride, pourrait bien se retourner contre elle et la mener à sa perte. Dan Kipnis sait que la nature reprend toujours ses droits. Ancien capitaine au long cours, il multiplie les conférences sur les effets des changements climatiques. À ses yeux, Miami est la prochaine Atlantide. Regardez comme cette partie de Miami Beach est basse. Pourtant, elle se développe énormément. Et là, à marée haute, vous pouvez voir que le niveau de la route est seulement à 25 cm au-dessus du niveau de l'eau. Regardez ça. C'est un projet à 1 milliard d'euros. 6 bâtiments. Le promoteur se figure que c'est un investissement sur 30 ans. Je ne comprends pas. Sauf s'il est dans le déni. C'est certainement un déni. Nous construisons des choses qui ne vont pas durer, qui vont disparaître quand l'eau va arriver. Plus loin, c'est un nouvel hôpital qui est construit, juste au bord de l'eau. Pour Dan Kipnis, les autorités auraient dû interdire un tel chantier sur une zone aussi vulnérable. Avec une tornade ou un ouragan, c'est fini. Avec la montée des eaux, c'est moins visible. Ça prend 50 ans. Les gens ne voient pas que c'est une catastrophe qui arrive. C'est beaucoup plus lent. Ici, les promoteurs immobiliers font la loi. Ils ne pensent qu'à court terme, et ils ne sont pas les seuls. Toutes les célébrités veulent habiter Miami. Nous avons beaucoup de clubs, de grands hôtels, de magnifiques villas. Elles peuvent se payer une deuxième ou une troisième propriété. Une vie fantastique, une météo fantastique et des nuits fantastiques. Le seul problème, ça ne va plus durer longtemps. Pour retarder cette échéance, la mairie de Miami Beach entreprend de gros travaux de voirie. Dan Kipnis devrait se réjouir de ces chantiers. Pourtant, c'est loin d'être le cas. J'en ai marre de ces travaux. Chaque matin, tu ne sais pas quelle route va être fermée. Ça change tout le temps. Un casse-tête et une situation ubuesque à certains endroits. Regardez ce trottoir. Comme il est bas par rapport à la route. Voilà à quoi mène de rehausser les routes de 60 cm. Qu'est-ce qui va m'empêcher de tomber ? Regardez ça. Voilà à quoi Miami Beach va ressembler. En travaux, partout. C'est une solution temporaire. Je ne sais pas si ça va marcher. Que va-t-il se passer? Ça va inonder, l'eau va rentrer dans le bâtiment. Quelle est la solution pour vous?
Il va falloir faire partir tout le monde. On ne pourra plus vivre ici. Ça veut dire que ça va devenir une ville fantôme ici? Oui, l'Atlantide. L'Atlantide. Aujourd'hui à la retraite, Dan consacre tout son temps à s'informer et à tenter de sensibiliser ses compatriotes sur les risques à moyen terme. Ceci montre pourquoi Miami ne peut pas être sauvé et pourquoi nous allons devoir partir. Ici, nous avons Miami et ses environs. Avec une augmentation du niveau de la mer de 30 cm, regardez, tout disparaît. Toutes ces maisons sur la côte ouest, qui valent jusqu'à 30 millions d'euros, sont parties maintenant. 60, 90, 120, 150 cm. Avec juste 1,80 m, bye bye. Nous ne pourrons plus vivre ici. Mais le pire scénario pour 2100, c'est 3,60 m. Regardez. C'est vraiment choquant d'imaginer que cela pourrait se passer avant la fin du siècle. Le pire scénario? Pas vraiment. Cette situation va s'aggraver encore. Un scénario catastrophe digne des films de science-fiction imaginés par Hollywood. Sauf que là, il ne s'agit pas d'une fiction. Miami et la Floride pourraient être engloutis, et plus tôt que prévu. Avec la montée des eaux, la Floride sera encore plus vulnérable aux cyclones. Moins fréquents, ils seront plus violents. La fin de la Floride est-elle vraiment programmée avant la fin du siècle? Nous sommes allés rencontrer l'un des meilleurs spécialistes américains qui travaille sur la question depuis près de 20 ans. Ça va dépendre de la vitesse de la fonte des glaces. On finalise les projections. Actuellement, pour l'Amérique, on nous annonce une montée des eaux qui pourrait atteindre près de 2 mètres avant la fin du siècle. Mais ils ne tiennent pas compte des dernières informations sur l'accélération de la fonte des glaces qui précipite la fonte de la calotte glaciaire. Nous atteindrons plus probablement 3, voire 9 mètres avant la fin du siècle. Pour cet expert mondial, il n'y a pas d'échappatoire. Il faut que les autorités américaines envisagent de déplacer les populations. En Floride, le gouverneur rejette en bloc les prévisions des spécialistes. Il refuse de reconnaître les bouleversements provoqués par les changements climatiques. Nous avons tenté de le rencontrer, sans succès. Certains vous appellent le docteur Apocalypse. Mais votre docteur, vous ne l'appelez pas comme ça. Quand après que vous ayez fumé toute votre vie, il vous annonce que vous avez un cancer du poumon. Vous dites « Oh mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Il faut l'accepter. La montée des eaux va avoir des conséquences terribles pour vous, vos enfants et vos petits-enfants. Je ne peux pas imaginer que 98% des experts se trompent. Les autorités de Floride font comme si de rien n'était. Une situation qui exaspère Harold Wanless, car leur aveuglement risque d'aggraver la situation. Bienvenue à Turkey Point, la centrale nucléaire de Turkey Point.
Actuellement, il y a 2 centrales nucléaires. 2 autres doivent être construites. Ces gens-là refusent le fait que le niveau de la mer monte. Ils disent que leurs centrales résisteront à un cyclone de catégorie 5. Pour le scientifique, à plus ou moins long terme, les effets seront dévastateurs ici, comme ailleurs dans l'État. En Floride, 15 millions de personnes vivent sur la zone littorale, soit les 3/4 de la population. 50% des terres sont déjà situées en dessous du niveau de la mer. Que faire alors? Pour rester une zone attractive, la mairie de Miami Beach planche sur un projet novateur. Tout le monde veut venir à Miami Beach. Partout dans le monde, les gens connaissent. Ils disent « Let's go to Miami Beach ». À mon avis, il n'y a aucune raison pour que cela change d'ici 100 ans. Nous allons nous battre pour rester. Nous allons nous battre pour notre avenir. Dans le rapport que nous avons réalisé, nous préconisons de surélever la ville. C'est ça notre avenir. Notre défi, c'est toujours être au-dessus de l'eau. Surélever la ville pour rester au top. Pour rester au top, la ville envisage de construire une ville sur pilotis. Une cité lacustre en quelque sorte, où les habitants se déplaceraient en bateau. Une hypothèse qui peut faire sourire, mais Miami Beach est aujourd'hui l'une des seules villes des États-Unis à imaginer son avenir à la lumière des changements climatiques. Or, 75% des Américains vivent aujourd'hui sur les façades littorales. Avant la fin du siècle, le climat va les obliger à changer leur mode de vie.